je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou autres, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Lavastre, qui est le papa de Lucas, à qui on a découvert une leucémie à 3 ans et demi. Sébastien a alors décidé de se battre pour son garçon, en étant à ses côtés bien sûr, mais aussi en créant une association, Le cœur plus gros que le ventre, pour récolter des dons et mener des actions. Dans cet épisode, Sébastien nous partage son histoire et celle de Lucas. Il nous raconte comment il en est venu à créer cette association. Il va nous expliquer pourquoi il a décidé d'arrêter son action aujourd'hui que Lucas est en rémission. Je vous invite à découvrir cet épisode haut en émotion qui nous fait relativiser sur nos bobos du quotidien et qui nous montre que nous avons chacun notre façon d'appréhender les épreuves. Je vous laisse avec Sébastien. Très bonne écoute à vous. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment un hasard énorme, mais les gens ne vont pas le croire. Mais effectivement, j'avais pas vu que tu avais déjà fait un Histoire de Daron, le podcast de mon frangin. On est avec Sébastien Lavastre. Bonjour Sébastien. Salut Frédéric. Alors Sébastien, je te reçois sur le podcast parce qu'il y a un post LinkedIn que j'avais vu il y a quelques mois en arrière, j'avais pas encore lancé le podcast, qui parlait de toi avec ton fils, qui m'avait touché. Et puis dernièrement, j'ai revu passer un post qui parlait du fait que cette association que tu avais créée, tu allais la fermer et ça m'intéressait de savoir un petit peu quelle était la démarche et le pourquoi de cette association et aussi pourquoi l'arrêter. Donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de qui tu es, de ton histoire, ce qui t'a amené à créer l'association et puis les dernières actions que vous allez mener avec pour pouvoir justement communiquer avec les gens et faire cette dernière action avec un maximum de soutien. Alors, je m'appelle Sébastien, j'ai 36 ans, je vis à Lyon avec mon épouse Mélanie, mon fils Lucas et ma fille Léa. En 2016, le 21 juin 2016, on a appris que notre petit garçon Lucas était atteint d'une leucémie, un cancer du sang. Il avait 3 ans et demi et sa petite sœur avait 6 mois. Donc ça a été un peu le bazar, le saut dans l'inconnu. Et j'ai toujours fait beaucoup d'associatifs. J'ai été président de BDE. Ma maman a été présidente d'un syndicat professionnel. Voilà, dans l'histoire de notre famille, l'engagement associatif est un peu ancré dans notre quotidien. Et puis j'avais fait quelques mois avant la maladie de Lucas, j'avais fait une course au profit de l'association Rêve qui organise les rêves d'enfants gravement malades. Et très rapidement, après le diagnostic, je me suis dit comment je peux transformer cette épreuve en quelque chose de positif en m'investissant pour les autres. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer une association. J'avais cherché à lever des fonds pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Et finalement, la création de l'association Le cœur plus gros que le ventre a été la suite logique de cette aventure. Et comment, parce que justement, comme tu le disais, c'est intéressant, tu te retrouves dans une épreuve qui demande aussi une organisation familiale particulière. Comment on jongle entre cette épreuve à gérer, toute la nouvelle organisation familiale et peut-être professionnelle, et en même temps avoir le temps et l'énergie de se lancer dans une association? On dort pas beaucoup. Marrant, j'ai déjà eu cette réponse. On dort pas beaucoup. Après, de toute façon, c'est très difficile de dormir, de trouver le sommeil quand on a une épreuve comme ça. Lucas a été beaucoup hospitalisé. On a eu la chance d'habiter pas très loin de l'hôpital. On était entre 2 jobs avec mon épouse, donc mon épouse était même en congé maternité puisque notre fille était née au mois de décembre. Donc toutes les nuits à l'hôpital, mon épouse était avec Lucas et moi je me retrouvais tout seul à la maison avec ma fille qui dormait et pas l'envie de dormir. Du coup j'avais vraiment trois vies. J'avais ma vie pro, ma vie de papa auprès de Lucas et puis la nuit l'association. Je le dis sans aucun problème. L'association a aussi été ma thérapie qui m'a permis de me reconstruire après la maladie de Lucas, quoi.
Bien sûr. Et justement, au moment où tu as le diagnostic, est-ce que moi je trouve ça intéressant d'en parler parce que souvent on parle de la maladie tout de suite, mais quels étaient les symptômes qu'il y avait qui ont fait que tu as amené Lucas à l'hôpital et que tu as commencé à avoir des doutes et que tu as fait en sorte de faire des examens? Alors, ce qui s'est passé, c'est que on était en train de faire construire une maison. C'était la fin de la première année scolaire de Lucas et entre la construction, entre le déménagement, on trouvait Lucas fatigué. Mon épouse l'avait amené plusieurs fois chez le médecin et le médecin disait, bon, oui, c'est normal, un enfant, c'est fatigué, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il y avait la naissance de sa petite sœur aussi. Enfin, voilà, ça faisait beaucoup de choses. Donc, on avait mis un peu ça sur le coup de la normalité. Et puis, on a déménagé du coup sur une autre commune. Et le premier week-end où on était dans notre nouvelle maison, Lucas s'est endormi pendant le goûter. Donc on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et mon épouse me dit, bah, comme on a déménagé, je vais l'amener voir le médecin du coin pour avoir un autre avis. Donc elle l'amène chez le médecin et puis le médecin lui dit, bah tiens, c'est bizarre, on n'a pas fait de bilan sanguin, c'est peut-être une mononucléose, c'est assez courant, c'est bénin, on va faire un bilan sanguin. Et puis le soir, à 18h, on était au centre Léon Bérard, qui est le centre d'oncologie pédiatrique, avec un début de diagnostic, mais qui a été confirmé le lendemain. Donc, ça a été vraiment un saut dans l'inconnu. On est parti d'une simple prise de sang à un cancer. Wow. Avec tous les changements que vous aviez vécu avant, c'est-à-dire la naissance d'un deuxième, le déménagement, la maison, au moment où tu as l'annonce, c'est quoi les premiers réflexes? Parce que on ne sait pas comment gérer justement ce genre de choses. Ben oui, alors je pense qu'il y a un côté instinctif, un peu un côté animal qui se met en ordre de marche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train quand le début, en fait, j'étais en train de monter. On lui avait offert une maison en plastique là pour le jardin, et j'étais en train de monter la cabane dans le jardin. Et puis par la fenêtre, je vois mon épouse décrocher le téléphone, et puis tout de suite, je vois son visage. Je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, je la vois prendre ses affaires, partir en me disant vite, faut que j'aille voir le médecin, c'est grave. Donc, je suis resté une demi-heure avec Lucas en me disant Mélanie est partie, c'est grave. Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi? Ça a été, je pense, les 30 minutes les plus longues de ma vie. En fait, c'était le médecin généraliste qui appelait mon épouse pour lui dire venez, il faut que je vous parle. Et mon épouse était professionnelle de santé, elle était technicienne en anatomopathologie, donc la maladie pédiatrique, c'était son métier. Donc elle a eu tout de suite, enfin, voilà, je pense que quand le médecin lui a parlé, elle a compris tout de suite qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas bien. Et après, en fait, on débranche le cerveau, on se met en pilote automatique, on appelle mes parents pour qu'ils viennent garder notre fille, et puis on saute dans la voiture et on file à l'hôpital qui est juste à côté de chez nous par chance. Donc finalement, le saut, il a été très, très, très rapide. Quand tu arrives à l'hôpital, je suppose que ça doit être un peu comme on l'a peut-être, certains l'ont vécu. Tu as l'impression que il faut très vite agir, etc. Alors qu'en fait, eux, ils ont une vision des choses plus long terme, on va dire, entre guillemets, par rapport à la situation. Et donc, quand vous arrivez, comment vous êtes pris en charge? Oui, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est que je pense que je sais pas à combien j'ai roulé pour aller à l'hôpital, mais enfin, je suis parti en mode urgence absolue, alors que le diagnostic évidemment est très grave. Mais on a été reçus très bien. Ils ont été très humains. Alors dans un premier temps, avec du recul, je pense qu'ils savaient tout de suite le diagnostic, mais je pense que pour nous protéger et nous laisser atterrir en douceur, ils nous ont laissé quand même ils nous ont laissé penser que c'était peut-être une mononucléose. Mais voilà, je pense que quand on est arrivé, de toute façon, on n'arrive pas dans un centre d'oncologie pédiatrique pour une angine. Donc, je pense que c'était plutôt un moyen de nous protéger. Et le diagnostic, on l'a eu réellement le lendemain après-midi, quand Lucas a passé un examen qui s'appelle un myélogramme, qui est une ponction de moelle osseuse pour aller voir ce qui se passe. Et c'est là qu'ils nous ont pris pour nous annoncer clairement que c'était pas une mononucléose, mais un cancer du sang. Okay. Et quand vous avez la confirmation de ce diagnostic, en tant que parent, quels ont été vos premiers
vos premières actions? Est-ce que ça a été du organisationnel, comme tu l'as dit? Peut-être que les émotions, on les met de côté puis on s'organise tout de suite. Est-ce que ça a été une descente émotionnelle pour après justement remonter pour l'accompagner? Comment vous avez réagi vos premières émotions? La chance, c'est que la chance qu'on a eue, c'est que la leucémie chez l'enfant est le cancer le plus connu, sur lequel on a les meilleurs traitements, le plus de chances de guérison. Et ça, l'équipe médicale a tout de suite été assez rassurant. Moi, instinctivement, une des premières questions que j'ai posées, c'est est-ce qu'il va survivre? Enfin, c'était la première question, est-ce qu'il va vivre? Et ils m'ont répondu que voilà, que c'était très grave, mais que pour l'instant, les éléments qu'ils avaient diagnostiqués étaient plutôt favorables. Après, on se met vraiment en mode organisation. Les émotions, on n'a pas trop le temps en fait, parce que ça engendre beaucoup de changements qu'il faut mettre en place rapidement. Donc c'est de s'organiser pour et puis l'organisation est quand même assez militaire, c'est-à-dire que on vous prend, on vous dit voilà ce qu'il a, voilà comment ça va se passer, il y aura ça et après on se laisse un peu porter. J'ai eu plus de facilité à rentrer dans le mode mon enfant est malade que de sortir de ce mode-là, parce qu'en fait on vous met un cadre. Et ce cadre, il est extrêmement rassurant parce qu'au final, on n'a pas grand-chose à réfléchir. En fait, il suffit de se laisser porter par les équipes médicales. Et donc justement, le diagnostic est posé, ça commence. Et à quel moment vient ce déclenchement de l'association? Est-ce que tu l'as créé avec des gens? Est-ce que tu te dis, je la lance et puis je vois dans mon entourage qui va me suivre? Comment ça s'est passé, la démarche de la création de l'association? Ce qui s'est passé, c'est que l'IHOP, donc l'Institut d'hématologie d'oncologie pédiatrique, avait lancé la Marche des Lumières, qui était une marche. Donc on était en fin d'année, hein, c'était en septembre 2016, et ils avaient organisé une marche. L'objectif était que on constitue une équipe, que chaque personne de l'équipe lève des fonds pour la recherche contre le cancer. Et donc du coup, il se trouve que j'ai vu passer ce projet à l'hôpital, donc j'ai commencé à m'investir pour ça. Et puis très rapidement, j'ai eu envie de poursuivre cet investissement, la course passée, en créant l'asso. L'asso, je l'ai créé tout seul. Alors juridiquement, on peut pas créer une asso tout seul. Il faut un trésorier et un trésorier et un secrétaire, je crois. Voilà. Et donc c'est mon épouse et une cousine de mon épouse, mais j'ai fait le choix de créer cette association seule parce que le milieu associatif est un milieu qui peut être fabuleux, mais qui peut être aussi pourri de l'intérieur. Faut appeler un chat un chat. Moi, j'ai été président d'asso, président de BDE. Mon maman a été présidente d'un syndicat professionnel. Donc, les travers du milieu associatif et les personnes qui s'investissent pas forcément pour les bonnes raisons, je les connais. Et j'avais vraiment envie le cœur plus gros que le ventre n'a jamais eu. Il y a toujours eu ce souhait de la fermer. En 2021, qui était l'année de la rémission totale de Lucas. Dès le début, j'avais ce souhait-là. Et elle n'avait pas vocation à grossir avec des bénévoles, à faire des opérations peut-être en dehors de la région Rhône-Alpes. C'était vraiment de se dire, je fais des actions concrètes, immédiates, en étant tout seul pour avancer comme je l'entendais et mener à bien l'objet de l'assaut, quoi. Je comprends ton message et c'est important ce que tu dis sur le milieu associatif parce qu'effectivement, dans ma volonté de mettre en lumière des associations via le podcast et d'autres types d'actions, hein, mais les associations notamment, il ne faut pas être dupe sur le fait que parfois certaines personnes s'investissent dans le milieu associatif pour se mettre en lumière. Donc ça, il ne faut pas le nier. Donc c'est bien que tu le dises. Moi, j'ai une petite question vraiment de détail, mais pourquoi ce nom ? Pourquoi le cœur plus gros que le ventre? Ça m'est venu. Ça m'est venu en fait avec le moyen que j'ai trouvé pour financer nos opérations. Je suis passionné par l'univers de la pâtisserie. C'est pas du tout mon métier, mais j'ai toujours été passionné par l'univers de la pâtisserie. Et quand il a été question de financer les projets qu'on a réalisés, j'étais pas à l'aise avec l'idée d'aller voir les gens en leur disant de donner de l'argent, même si la cause pour moi était évidente. Donc je me suis dit, je sais faire des macarons.
Donc, je vais faire des macarons, je vais les fabriquer et puis je vais les vendre. Et puis, la recette des ventes de macarons permettra de financer les projets qu'on va réaliser. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée un jour, le cœur plus gros que le ventre. Parce que je pensais les yeux plus gros que le ventre et puis le cœur, c'était par rapport au fait d'être généreux et le ventre par rapport au macaron. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce nom. C'est excellent, c'est excellent. C'est pour ça d'ailleurs, j'ai vu un post passer où je voyais des macarons et tout. Je me suis dit, mais il est pâtissier. Et non, je regardais le nom de ton job. J'ai dit, bon, ok, il faudra qu'on en discute. Et donc, tu l'as expliqué. Justement, par rapport à cette organisation familiale, on n'en a pas trop parlé, mais comment se sont passées l'organisation familiale? Comment vous avez fait par rapport à votre job? Parce que c'est un truc dont on parle peu, mais c'est vrai que quand on est parent d'un enfant qui doit suivre des traitements médicaux lourds, il y a forcément un impact d'une manière ou d'une autre ou une organisation particulière. Est-ce que toi, tu peux nous en parler? Alors, du côté de mon épouse, elle était en congé maternité puisque ma fille est née en décembre 2015. Donc, on était sur la fin de son congé maternité. Elle a pu obtenir le statut. Lucas, de par la maladie, a eu le statut d'invalide. Il existe, par chance, en France, un statut pour les parents, une prise en charge alors je sais plus exactement si c'est peut-être la MDPH ou la sécurité sociale. Enfin, bref, de ce côté-là, mon épouse, du coup, et puis elle était fonctionnaire, donc elle a pu se mettre en disponibilité. Et on a jonglé avec ce statut lié à la maladie de Lucas. Et en ce qui me concerne, moi, j'étais entre deux jobs. J'avais quitté le secteur bancaire en décembre 2015, à la naissance de ma fille. Et je devais rejoindre l'entreprise dans laquelle je travaille depuis. Donc en gros, j'ai appris la maladie le jour où je devais signer mon contrat de travail à quelques jours près. Donc mon premier réflexe, ça a été d'appeler mon futur employeur en lui disant que je me retirais complètement du projet parce que ce qui m'arrivait me permettait d'avoir aucune visibilité. Et ils ont été top. Enfin, ils m'ont dit prenez du temps pour vous, revenez nous voir quand vous pouvez. Le projet sera avec vous et on n'est pas pressé. Donc j'ai repris contact avec eux en septembre 2016 et j'ai pu commencer à travailler d'abord à mi-temps, ensuite à 80% et je suis passé en temps plein à partir du moment où on avait trouvé notre rythme de croisière et notre organisation. D'accord. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je voulais faire ce podcast. Allez, vas-y, c'était aussi de dire on a tendance à être très négatif en France et on oublie que tout ce que tu expliquais pour ta femme et puis la prise en charge, on oublie qu'il y a tout ça en France. On râle pour beaucoup de choses, mais on oublie qu'il y a beaucoup de choses positives. Et puis aussi pour dire que il y a des employeurs qui sont humains, parce que souvent on a tendance à dire patron, etc. Et je trouve très intéressant dans certains cas de pouvoir dire voilà, que ce soit des patrons pour des enfants malades, que ce soit des patrons pour des sportifs de haut niveau qui s'adaptent et qui financent entre guillemets la carrière de sportif pour qui c'est pas tous des footballeurs qui gagnent bien leur vie. Donc voilà, je trouvais très très intéressant de pouvoir mettre en avant. Et là, vous êtes un exemple très concret. Mais un exemple concret, le français de base est râleur, mais il a aussi la mémoire courte. Il t'arrive ce qui nous est arrivé dans des pays qui sont même pas très éloignés de la France. Si t'as pas les moyens, tu crèves la bouche ouverte. Hein. Oui. Enfin, faut dire ce qui est. Alors oui, il y a des choses qui vont pas dans le système de soins. Évidemment, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Mais on a quand même la chance d'être un des pays en pointe sur le cancer du sang. Hein. À Lyon, il y a le professeur Bertrand, c'est 40 ans de leucémie pédiatrique. Donc c'est d'un point de vue médical, c'est une sommité au niveau international et on a été pris en charge humainement, moralement, financièrement. Et tu fais bien de le dire. Oui, dans le monde du travail, il y a des dérives, mais il y a aussi des employeurs qui sont humains et qui ont à cœur d'accompagner du mieux possible leurs employés. Avec l'association, est-ce que tu peux nous parler d'actions que tu as pu mener, de choses que tu as pu faire et de fierté que tu as à titre perso, mais aussi à titre collectif, puisqu'on sait qu'une association, il y a forcément des gens qui donnent et puis des gens qui s'intègrent en tant que bénévoles. Est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux actions qui t'ont tenu à cœur et qui sont une réussite pour toi ? Oui, alors l'idée de l'association, c'était de dire les projets qu'on fait doit répondre à 3 critères. 1, il faut que c'est un effet immédiat sur les petits. 2, il faut que ce soit durable.
On va pas financer, on n'a pas financé de sortie, par exemple, à Disneyland Paris. Il faut vraiment que ce soit durable. Et il faut qu'il y ait aussi un lien de près ou de loin avec l'histoire de Lucas. Et ce que je me suis dit, c'est il faudrait que ce qu'on va financer, qu'on se dise, bah tiens, ça aurait été cool d'avoir ça quand Lucas était malade. Ouais, en fait, tu veux transposer en disant je l'ai vécu en tant que parent, il me manquait peut-être ça ou ça, et Voilà, justement, on va le faire financer avec l'association. voilà, exactement, tu l'as parfaitement résumé. Donc l'idée, c'était de faire un projet par an. C'était soit un projet que l'hôpital avait sur lequel j'intervenais plutôt en financement. Ça a été le cas du premier projet qui a été l'achat de casques de réalité virtuelle qui ont été mis à disposition des petits, notamment quand il y a des examens un peu impressionnants. Mhm. Donc on a financé l'achat de casques de réalité virtuelle, soit des projets pour lesquels j'ai eu l'idée et que j'ai proposé aux équipes de l'hôpital. Ça a été le cas notamment d'un projet où on a financé un dispositif. Alors t'imagines un vidéoprojecteur qui est au plafond, Mhm. qui projette des jeux vidéo au sol et le petit va jouer en se déplaçant sur l'image. Ah, j'ai déjà vu ça dans des centres commerciaux, effectivement, où Voilà, les dans les enfants centres jouent. commerciaux, dans certaines enseignes de restauration rapide aussi, dans les aires de jeu, il y a ce genre de dispositif. Tu vois, typiquement, cette idée, c'était de se dire bah, comment un enfant, les traitements de chimiothérapie ont tendance à faire fondre les muscles. Mhm. Et puis un enfant de 3-4 ans, tu peux pas lui faire de l'exercice sportif comme on peut le faire Bien pour sûr. un ado. Donc c'était de se dire, bah, ce dispositif déjà, il est dans le hall de l'hôpital. Donc si l'enfant veut jouer, bah, il faut qu'il sorte de sa chambre, qu'il s'habille, qu'il marche. Et puis pendant qu'il va jouer, bah, il va faire de l'exercice. Donc on a financé ça. On a financé aussi un dispositif qui est une sorte de sculpture avec des billes qui bougent. Et ça permet aussi de proposer ça aux enfants pendant des gestes un peu impressionnants. Ça a un effet un peu hypnotisant. Et c'était complémentaire au casque de réalité virtuelle qui n'était pas accepté par tous les enfants, des enfants, surtout des enfants de la tranche de Lucas pouvaient être impressionnés par le casque, puis quand ils ont le casque, ils voient pas ce qui se passe autour. Donc typiquement, moi quand j'ai mis le casque à Lucas, la première réflexe qu'il a eu, c'était de l'enlever parce que il se sentait pas à l'aise. Le dispositif là dont je te parle, la structure avec les boules, c'est proposé aux enfants qui veulent pas forcément le casque. Donc ça, c'est donc les opérations qu'on a faites. L'année dernière, en raison du contexte Covid, il était impossible d'organiser la vente de macarons comme on le faisait. Donc j'ai levé des fonds et j'ai fait un partenariat avec l'Uni, qui est la fabrique à histoire. La petite boîte verte là, avec le bouton jaune. On a pu financer l'achat d'une cinquantaine de boîtes à histoire qu'on a offert à l'hôpital. Et cette année, la dernière année de l'association, on va apporter notre soutien financier à trois opérations, trois opérations qui étaient importantes pour moi. Il y a la participation à un projet d'aménagement pour l'espace, l'aménagement d'un espace pour les parents au sein de l'Institut d'oncologie, d'hématologie d'oncologie pédiatrique. Espace qui n'existait pas jusqu'à présent. Les lieux de vie, bah, c'était les couloirs et les halls qui n'étaient pas forcément propices à se retrouver en famille, à de l'intimité. Il y a la participation à un projet de recherche qui vise à réduire la toxicité des chimios sur les enfants, parce qu'il n'existe pas. J'écoutais tout à l'heure là, le podcast de Wonder Angostin. Il n'existe pas de traitement pour le cancer pédiatrique. Ce sont des traitements d'adultes qui sont dosés pour les enfants. Mais à défaut d'avoir des traitements pour les enfants, il y a des chercheurs qui cherchent à réduire la toxicité des chimios qui soignent, mais qui font aussi beaucoup de dégâts. Et le troisième soutien financier qu'on apportera, c'est l'association Dr Clown, qui est une association qui salarie des clowns et qui les fait intervenir en milieu hospitalier. Moi, j'ai des souvenirs de Lucas en pleine ponction lombaire, complètement mort de rire devant un clown. Enfin, c'est des souvenirs qui sont juste exceptionnels. Et voilà, pour la dernière année de l'opération, ça me paraissait important de participer financièrement à ces trois actions. Et d'ailleurs, le post que tu as mis sur LinkedIn, c'est ton fils qui est avec les clowns? Oui. Ouais, c'est Lucas. C'était l'avant-dernière séance de chimiothérapie. Et ça fait partie de mes plus beaux souvenirs voilà, de voir un enfant mort de rire dans un centre d'oncologie en pleine séance de chimio. Enfin, ça a pas de prix, quoi.
J'essaierai de ne pas oublier de mettre le lien de ce post dans les notes du podcast, parce que le rire de ton fils, il est extraordinaire. Quand on a un peu le mouron, je dirais, ou quand on n'est pas bien dans sa peau, il suffit d'aller le regarder, de l'écouter rigoler, c'est extraordinaire. Puis le clown, moi les deux clowns me font mourir de rire. Enfin, quand il se prend la porte, j'ai choisi cette vidéo. Alors dans la communication de l'association, j'ai toujours choisi de ne pas tomber dans le pathos. Il y a certaines assos, des fois, qui mettent des images un peu choc. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Je suis quelqu'un de profondément positif. Et je trouvais que cette vidéo, elle était belle parce que elle montre un enfant dans un centre d'oncologie, mais elle montre aussi que des actions, de l'investissement de personnes peuvent amener du rire et voilà, un clown, c'est pas grand chose, mais ça apporte tellement aux enfants. Je trouve cette vidéo très belle. C'est clair. Et donc pour t'aider dans cette action, si je me trompe pas, il y a 2 manières de participer. Il y a le fait de participer à la collecte. Et puis, il y a juste relayer déjà les informations. Donc, je mettrai ce lien et je me le note vraiment dans la tête dans les notes du podcast pour que les gens relayent. Ils ont jusque quand pour financer ? Alors, j'ai lancé une collecte avec la plateforme The Hope Gallery, qui est une plateforme lyonnaise qui a été créée pour mettre en lien le monde de l'art et le monde de la philanthropie. Donc, en association avec un artiste lyonnais qui s'appelle Don Matteo. Il a fait une œuvre, il a fait une toile qui a été numérisée, qui a été pixelisée. Et quand tu vas sur la plateforme des Hope Gallery et que tu fais un don, en fonction du montant de ton don, ça va révéler plus ou moins de pixels de l'œuvre. L'idée, c'est qu'à la fin de la collecte, on a mis un objectif de 7 000 €. L'objectif est de l'atteindre, voire même le dépasser. Mais à la fin de la collecte, l'œuvre sera complètement révélée et une des personnes qui aura participé à la collecte remportera l'œuvre originale de Don Matteo. C'est top, effectivement. J'ai été voir et je me posais la question de ces pixels en dessous parce que j'ai été voir vite fait. J'aime pas trop, comme je te le disais en off, j'aime pas trop me renseigner sur les gens que j'interviewe puisque je trouve que sinon après on a un peu le regard biaisé. Donc maintenant je comprends mieux cet élément. Donc vraiment l'idée c'est que ça peut aller jusque fin décembre, c'est ça, ou il y a une date? L'idée c'est que la collecte, l'idée c'est que l'association fermera à la fin de l'année. Et donc oui, jusqu'à la fin de l'année, les gens, vous pouvez participer à la collecte. L'objectif est d'atteindre et même de dépasser l'objectif qu'on s'était fixé. Alors donc on enregistre pour tout dire et rien cacher puisqu'il n'y a rien à cacher. On enregistre donc le jeudi 30 septembre aujourd'hui. Il sera diffusé dans notre planning prévu le 26 novembre. Là actuellement on en est, si j'ai bien regardé, à peu près la moitié, c'est ça, des 7 000 €? Oui, on va probablement atteindre d'ici cette fin de journée les 3 500 €. Après, l'idée, au plus on arrivera à collecter, au plus on pourra reverser aux 3 actions. On reversera par parts égales, hein, un tiers, un tiers, un tiers. J'ai d'autres opérations aussi que j'organise plus ponctuellement. L'idée vraiment de cette année, j'avais envie de finir en beauté. Contrairement aux autres années où on travaillait sur l'organisation du projet, la vente des macarons et puis le financement du projet, cette année, tout au long de l'année, j'ai fait plein de petites opérations, dont celle avec Don Matteo. L'idée étant de collecter un maximum et de pouvoir reverser le plus possible aux 3 projets. Ok, avant de prendre des nouvelles de Lucas et des perspectives de votre vie à vous, ma question, et je te l'avais posée en off et je t'ai dit qu'il n'y avait pas de jugement, mais que je trouvais ça justement hyper intéressant. Pourquoi créer une association et avoir l'envie de la fermer après ? Je me suis toujours dit, dès la création, je m'étais fixé cet objectif en fait par rapport au traitement médical de Lucas, la leucémie pédiatrique. Il y a 6 mois de traitement extrêmement lourd, 1 an et demi de traitement dit d'entretien à raison d'une journée par mois à l'hôpital, et ensuite 3 ans de suivi. Les médecins considèrent que au bout de 5 ans après l'annonce du diagnostic, la maladie est en rémission totale et définitive. Et ça, on nous l'a dit dès le début. En 2016, on nous a dit, en juin 2021, votre fils, s'il n'y a pas eu de rechute, votre fils sera considéré comme complètement guéri. Donc tout de suite, comme il y avait cette date dans ma tête, je me suis dit, cette association, je vais m'investir pendant 5 ans. Et je la fermerai. Pourquoi ? Parce que je suis fatigué. Mmh. Ça a été un investissement énorme. Ça a été aussi ma thérapie.
Ça m'a aidé à me reconstruire, ça m'a aidé à retourner à l'hôpital et vivre des moments magiques, à l'opposé de ce que j'avais pu vivre avec Lucas, évidemment. Euh, et puis voilà, pour les raisons que je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait le choix d'être tout seul. Euh, Mon épouse, elle, qui était du coup professionnelle de santé, la maladie en tant que maman, évidemment, a été plus que difficile. J'ai même pas de termes pour expliquer ce ressenti. Mhm. Et l'association, elle a toujours été en retrait parce que pour elle, c'était trop difficile. Ça ramenait Mhm. trop à des souvenirs de Lucas malade. Alors que moi, au contraire, ça m'a permis d'aller de l'avant, ça m'a permis de rencontrer plein de belles personnes, ça m'a permis de participer la semaine dernière au Salon international de la restauration et de l'hôtellerie. Voilà, dans le cadre d'une opération que j'ai fait à un de mes partenaires. Enfin, me retrouver, moi, passionné de pâtisserie au Salon international, enfin, c'est des expériences enfin, qui ont été magiques. Mais voilà, j'ai besoin, moi, on me pose beaucoup la question, notamment avec le post qui circule sur LinkedIn beaucoup. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi vous la transmettez pas, cette association. Cet asso, c'est mon troisième enfant. J'ai Lucas, j'ai Léa et j'ai l'association et je me sens pas de la transmettre. Et puis, elle est liée à l'histoire de Lucas et aujourd'hui, Lucas est guéri et pour moi, voilà, c'est ce souhait de tourner cette page. Alors, je continuerai à m'investir, mais en étant moins moteur, voilà, je compte m'investir auprès de Dr Clown, mais en le faisant de manière plus ponctuelle et sans ce cadre associatif qui prend énormément de temps et énormément d'énergie. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Alors, dans ta réponse, il y a deux éléments. Il y a un élément qui est effectivement que cette association, c'est aussi une forme de thérapie pour toi, et ça, c'est important. Et donc, il faut pas, il faut pas négliger ça. Et puis, dans ta réponse, il y a un point qui est important et sur lequel il faut insister, c'est que ça montre qu'on est tous différents en tant qu'êtres humains, et que le fait que toi, tu aies besoin de faire cette association et que ta femme, pour elle, ça serait trop difficile pour elle de s'investir, montre bien qu'on a chacun notre façon de réagir et que on a tendance souvent à être, et encore plus nous Français, comme on le disait tout à l'heure, à être jugeants, à dire et à dire moi je sais, tu devrais faire ça, mais au fond, chacun fait ce qu'il veut et c'est pour ça que je voulais te poser cette question parce que moi je trouve que ça a du sens, tout comme si tu avais continué l'association, ça avait du sens et c'est important de redire qu'on est tous des êtres humains et qu'on a notre façon de réagir face aux choses. Donc, merci pour cette réponse. Et donc, bien sûr, ma question, c'est maintenant qu'on a passé juin 2021, comment va Lucas? Lucas va très bien, hein. Il est en pleine forme. Maintenant, on est dans les effets secondaires, enfin indirects de la maladie. Euh, la première vraie année scolaire de Lucas a été son CP, Mhm. puisqu'en fait, il a la petite section, on va pas dire qu'elle compte pour du beurre, mais presque. Moyenne section et grande section, il l'a fait en pointillé parce que il a été énormément hospitalisé ou pas en état d'aller à l'école. Euh, donc forcément, je vois moi avec ma fille Léa qui a fait ses trois sections de maternelle, il est un peu en décalage sur sa vie d'écolier. On lui a refait faire son CE1 l'année dernière parce que il devenait le rythme était trop rapide pour lui. Là, cette année, on angoissait beaucoup. Cette année, pour l'instant, ça se passe très bien. Il est rentré en CE2. Il est super content d'aller à l'école. Il rattrape petit à petit des retards qu'il avait pu prendre. Après, la grosse difficulté qu'on a, c'est que l'histoire de vie de Lucas fait qu'il a baigné pendant 2 ans dans un milieu d'adultes, entouré de médecins. Donc, il est un peu en décalage par rapport aux enfants de son âge. Il est très à l'aise avec les adultes. Il a beaucoup d'empathie. Il est vraiment très à l'aise dans la communication. Et donc, il y a ce décalage avec les enfants de son âge. Voilà, un garçon de 9 ans, ça se roule par terre, ça tape dans un ballon. Lucas est pas attiré par des choses forcément de son âge. Mais ça fait partie de sa vie, de son histoire. Et il fait beaucoup de musique, il s'intéresse à plein de choses. Et On va dire que c'est un peu temporaire, mais qu'au fond, ça va faire de lui une très belle personne. j'espère, je le souhaite. Je le souhaite. La chance que j'ai aussi, c'est que la fin de l'association arrive à un âge où Lucas comprend les choses. À 9 ans, il s'intéresse beaucoup, il me pose beaucoup de questions, donc j'essaye
j'essaye de lui expliquer. Puis un soir, il m'a dit, papa, je suis fier que tu t'investisses pour les enfants malades. Enfin, ça m'a, ça m'a retourné, quoi. Je me suis dit, enfin, je trouve ça encore plus chouette que maintenant il comprend. Et je trouve qu'en tant que papa, c'est à nous en tant que parents, c'est à nous aussi de donner des valeurs à nos enfants, surtout dans le monde de tarés dans lequel on vit. Et voilà, je trouve chouette qu'ils comprennent tout ça et j'espère qu'il pourra en faire quelque chose dans sa vie d'adulte. C'est beau tout ce que tu partages et j'aurais aimé justement savoir quels sont les apprentissages que tu as eus de cette épreuve horrible que je pense tu aurais aimé ne pas vivre forcément, mais en tout cas c'est de cette épreuve et de cet engagement bénévole, quels sont les apprentissages que tu peux en tirer? Que la vie est belle, tout simplement. Enfin, on a tendance à le perdre de vue, que la vie est belle, qu'il faut savoir profiter des gens qu'on aime, euh, de faire attention aussi à l'équilibre de vie pro, à l'équilibre vie pro, vie perso. Enfin, et puis de se dire aussi on a la chance d'être dans un pays qui est quand même, on en parlait tout à l'heure, où la prise en charge est quasi totale. Alors, moi, je dis toujours la même chose, mais je considère que c'est une chance, moi, d'être passé par là. Alors, je peux le dire parce que Lucas est guéri, mais je considère que c'est une chance d'être passé par cette épreuve. J'avais 30 ans quand le diagnostic est tombé. Aujourd'hui, il me reste toute la vie devant moi pour en profiter, pour me dire que il y a des choses, ouais, des fois des choses qui sont énervantes, qui donnent pas le sourire, mais c'est pas grave. En fin de compte, la vie, elle est belle. Il faut pas le perdre de vue. C'est un superbe message. Quels sont les souhaits que vous avez avec ta femme et avec les enfants? Est-ce que vous avez des envies de dire, maintenant qu'on est resté un petit peu enfermé dans cette épreuve et qu'on en est sorti, on a des grands rêves ou au contraire, justement, on a des rêves tout simples? Non, on n'a pas de rêve particulier. On s'était dit toujours qu'on ferait quelque chose de marquant pour juin 2021. Mhm. Donc on avait ce souhait, on s'est fait un super séjour à Disneyland Paris, on a fait une surprise aux enfants. On avait vraiment ce 21 juin 2021, c'était une date qu'on attendait beaucoup. Maintenant, non, on n'a pas de rêve particulier. L'idée, c'est de continuer à accompagner du mieux possible Lucas, qu'il s'épanouisse et qu'on arrive à s'éloigner de la maladie qu'on n'oubliera jamais, mais l'objectif, c'est qu'elle prenne quand même de moins en moins de place dans notre vie. Et c'est aussi pour ça que j'ai le souhait de fermer l'association. Et une question, et après on pourra passer à la conclusion, mais parce que souvent on l'oublie, comment vous avez géré ta fille pendant cette période-là aussi? Parce que souvent, on a tendance à mettre un vrai focus sur l'enfant malade, et c'est tellement normal qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais on sait que aussi, des fois, le deuxième ou les autres enfants ont peut-être un peu de mal à trouver leur place. Comment ça s'est passé pour vous? On a eu la chance d'être très très entouré par nos familles, par nos proches. Moi, j'ai mes parents qui habitent pas très loin de chez nous, donc ils ont beaucoup pris le relais quand il y avait besoin pour Léa. La chance qu'on a eue, entre guillemets, c'est que Léa, à 6 mois, tant qu'il y a des bras et des personnes bienveillantes, euh, ils ont pas. Je pense que ça aurait été plus difficile à gérer si Léa avait eu l'âge qu'elle avait aujourd'hui. Oui. Là, il y avait cette contrainte logistique de gérer un bébé, mais on a pu, par chance, ça n'a pas été tous les jours très facile, mais on s'en est bien sorti parce qu'on a été très épaulé et très entouré par les parents de mon épouse et mes parents principalement. Et justement, pour conclure, est-ce que tu aurais un message, envie de faire un clin d'œil à quelqu'un, envie de remercier des gens, ou des choses que moi je ne t'ai pas posées comme question et tu aurais envie d'en parler? À part dire à mon épouse que je l'aime et à mes enfants que je les aime quand ils écouteront le podcast, non, je vois pas de choses à ajouter. Bon, c'est déjà un sacré super Ouais, c'est pas message. mal. C'est pas mal. On le prend comme dernier message. Et vraiment, j'ai une pensée pour vous tous, parce que je me doute que pour chacun, et encore une fois, voilà, je reparle aussi de Léa parce que elle n'a pas grandi de la même manière que si c'était rien passé. La même chose pour Lucas. Et puis vous deux, vous avez vécu
en tant que parent, une épreuve qu'on souhaite à personne, mais vous l'avez fait chacun à votre manière et je trouvais très important de mettre en avant l'action que tu as menée et aussi le fait de dire, voilà, cette association, elle m'appartenait, c'est une thérapie et maintenant je la ferme et je la ferme pas parce que j'ai envie d'être égoïste et au contraire, c'était ton association et c'était ton action et c'était une action tournée vers les autres, donc bravo à tout ça. Et puis j'ai envie de dire, continue à faire des macarons parce que voilà, en tant que bouche sucrée, moi quand je vois des gens faire de la pâtisserie, je suis content. Donc c'est pour ça que je l'avais noté cette question, tu y as répondu, donc c'est parfait. Je ferai en sorte, promis, je ferai en sorte de t'en faire passer. Ah, génial. Tu sais quoi, si je passe un jour du côté de Lyon, je n'hésiterai pas à te solliciter en amont. Avec plaisir. En tout cas, Sébastien, merci beaucoup pour ce partage. C'était une superbe rencontre et encore plus drôle dans le sens où tu avais déjà fait un podcast avec mon frangin, donc comme quoi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Mais vraiment, merci pour ce partage. Je ferai en sorte de mettre tous les éléments dans les notes du podcast et tu m'enverras des points aussi. Et puis on relaiera au maximum ce podcast pour que les gens d'ici au 31 décembre puissent avoir rempli la toile de Don Matteo. Super, merci beaucoup à toi, Frédéric. Merci à toi, à très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Sébastien et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.